nos premiers prospecteurs aujourd'hui, ça reste quand même nos franchisés. Le marketing, la communication, c'est la science de la patience. Et aujourd'hui, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Donc le fait de bien connaître sa cible de clientèle nous permet d'avoir des collections qui soient pertinentes. Atlas a été le premier franchiseur dans le meuble en France. Grâce à B52, on a inclus dans nos contrats de franchise un budget minimum pour la gestion du référencement naturel. La taille du réseau, au bout de 10 ans d'existence, atteint aujourd'hui une trentaine de magasins. Franchise Insight, le premier podcast qui décrypte les stratégies des réseaux qui performent. Aujourd'hui, dans ce second numéro, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Blanc. Maxime, qui est directeur de l'enseigne Atlas Home, avec qui nous allons échanger sur une problématique d'actualité et qui la concerne directement. Comment, à l'ère du tout numérique, un magasin de meubles peut-il accentuer son développement ? Bonjour Maxime, ravi de te recevoir dans ce second numéro. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire surtout qui est Atlas Home, quel est ton réseau, qu'est-ce que vous proposez ? Bien sûr. Écoute, encore Alex, une fois, merci de l'invitation. Je suis très content d'être là et Plaisir de pouvoir partagé. présenter mon enseigne. Donc l'enseigne Atlas Home, puisque c'est le sujet du jour, donc c'est une enseigne qui existe depuis plus de 50 ans. Ouais. Voilà, donc sur le marché du meuble. Elle est légitime par son positionnement sectoriel, qui est positionné carrément milieu de gamme, Ouais. donc, et qui est un acteur généraliste sur le marché du meuble. C'est-à-dire généraliste, nous travaillons sur tous les intérieurs, que ce soit de la literie, du meublement, du salon, de la cuisine et de la décoration. Tu viens de dire 50 ans, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut vous qualifier un petit peu de dinosaure sur le marché ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignes finalement qui ont quasiment un demi-siècle d'existence ? Alors, écoute, je vais te dire le contraire, Alex. C'est que ce que je pense, moi, c'est qu'une enseigne qui existe depuis 50 ans et qui continue à exister, c'est qu'elle a trouvé sa clientèle et qu'elle est reconnue par... son modèle économique. Tout à fait, voilà, par sa pertinence, par son rapport qualité-prix, parce que je peux te dire que, de par mon expérience, il y a beaucoup d'enseignes dans le meuble qui ont déjà disparu ces 20 dernières années. C'est ça. Justement parce qu'elles n'avaient pas trouvé leur légitimité sur ce... Et à ton avis, ce serait quoi du coup les raisons de cette résilience ? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais tu dois avoir quand même 2-3 facteurs qui font que depuis 50 ans, vous êtes debout, fier de l'être, pertinent, résilient comme tu l'as dit. Écoute, il y a déjà une chose, c'est je pense qu'on ne peut pas tromper le consommateur, surtout à l'ère du tout numérique, voilà, où l'information circule très très vite. Il est assez facile de comparer la transparence des prix, tu veux dire, par exemple ? La transparence des prix, tout à fait, voilà, donc, notamment. Et donc aujourd'hui, l'enseigne a clairement une politique commerciale et de transparence et qui est compris par le consommateur. C'est-à-dire que nous ne misons pas tout sur de la remise commerciale, mais sur le rapport qualité-prix, sur le service en magasin. Et c'est ce qui fait quand même la différence aujourd'hui par rapport à d'autres enseignes ou par rapport au marché du meuble en général. C'est ça. Okay. Rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide de tes actualités ? Qu'est-ce qui se passe au sein de ton réseau ? Qu'est-ce qui fait le développement de ton réseau actuellement dans les jours et les mois qui viennent ? L'actualité, Alex, elle est simple aujourd'hui. Bon, on a tous constaté qu'il y avait quand même un contexte conjoncturel qui était quand même défavorable. Voilà, donc c'est quand même une réalité. Le contexte géopolitique n'est également pas bon. Bon, malgré tout, le marché du meuble aujourd'hui, depuis le début de l'année, alors suivant les sources, qu'elles soient IPEA ou qu'elles soient Banque de France, enregistre des performances, une décroissance entre -5 et -6, suivant les sources. Pour l'enseigne, on peut se targuer à surface égale de dire que nous sommes à étal par rapport à l'année dernière. Donc le réseau se porte plutôt bien. Bien entendu, il y a des disparités comme dans tous les réseaux. Voilà, donc on peut pas, c'est pas linéaire, mais en tout cas, les magasins historiques aujourd'hui enregistrent des performances qui sont au-delà des performances du marché, puisque quand on est à étal, quand un marché est en régression, on peut considérer quand même qu'on est satisfait. Et ça me fait penser à ce que tu venais juste de raconter juste avant. Les raisons de cette résilience, on va dire, sur les 50 dernières années, sont quasiment les mêmes sur les 6 premiers mois de 2025, qui pourraient expliquer cette résilience et cette performance de certains magasins par rapport au marché. C'est-à-dire quand tu me dis que tu fais quasiment chiffre d'affaires égal, là où le marché est en léger décrochage à -5, -6, c'est une performance. Oui, carrément, oui, mais on assume carrément le fait que ce soit une performance. Alors c'est lié effectivement, je le répète, au positionnement de l'enseigne, mais aussi à ses valeurs, aussi au côté historique. Donc les adhérents, les anciens adhérents aujourd'hui qui portent l'enseigne certains depuis 40 voire 50 ans, donc ont leur clientèle. Cette clientèle, elle est fidèle parce qu'elle a toujours été bien servie. C'est ça. Voilà, parce qu'elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Elle a toujours trouvé le rapport qualité-prix. Encore une fois, Atlas, je le redis, Atlas, il est positionné entre le pas cher jetable dans
lequel il y a pléthore d'acteurs aujourd'hui qui font très bien leur travail. Moi, je ne juge pas, je constate seulement qu'il y a pléthore d'acteurs justement sur le pas cher jetable. Bon, ben, voilà. Et ensuite, il y a le rêve inaccessible. Bon, Atlas est entre les deux, voilà, pour réconcilier un peu tout ça. Pas tout le monde a les moyens de pouvoir acheter des meubles avec des gros budgets. Voilà. Donc, et le rapport qualité-prix chez Atlas, il est là. Ben, ça m'a une autre question. Là, typiquement, tu parlais du cœur de marché de ta clientèle. S'il y avait un portrait robot du client idéal ou de la clientèle idéale chez Atlas, quel serait-il ? Alors, on a aussi, avec l'expérience à des 50 ans, voilà, qui pour moi est un atout et pas un inconvénient, bien au contraire, c'est qu'on sait à qui on parle. Et aujourd'hui, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Voilà. Donc le fait de bien connaître sa cible de clientèle nous permet d'avoir des collections qui soient pertinentes, voilà, et qui soient attendues par nos clients. Alors, c'est pas forcément toujours les collections les plus tendances. Les plus design, etc. Tout à fait, mais en tout cas, elles répondent à ce que le client Atlas vient chercher en magasin pour se meubler, pour s'asseoir, pour dormir, pour cuisiner, hein, puisqu'encore une fois, je le répète, on est sur tous ces secteurs d'activité. Et donc, on a cette... j'allais dire, c'est pas cette prétention, mais ce recul nécessaire pour pouvoir aujourd'hui bien communiquer et bien cibler l'offre qui est faite en magasin. Il faut bien connaître sa clientèle. Et aujourd'hui, si on pense que sur des surfaces de 1000 m², qui est la surface cible pour Atlas, avec les 4 intérieurs qu'on expose, pouvoir satisfaire tout le monde, c'est impossible. On ne peut pas partir du premier prix et aller jusqu'au haut de gamme. Tout à fait. C'est impossible aujourd'hui. Donc il faut, par rapport à la surface qui est allouée, être beaucoup plus pertinent, avoir des réductions de surface homothétiques qui permettent d'avoir toujours une expression de l'offre, parce que dans le meuble, il faut quand même malgré tout un volume d'offres, pour pas que le consommateur se sente frustré de ne pas avoir le choix. Et donc de ne pas trouver ce qu'il avait envie de trouver. Tout à fait. Donc il faut impérativement laisser cette notion de choix malgré tout, ce qui est plus difficile sur 1000 m², donc ce qui nous oblige à être encore plus performant que par le passé. Puisque forcément, quand vous avez des magasins qui font 3, 4, 5000 m², on peut se permettre de se tromper. Quand les magasins font 1000 m² aujourd'hui, qui est la surface cible, il faut qu'il y ait au niveau des achats une pertinence, voire même une frappe chirurgicale pour le choix des produits qui correspondent au ciblage clientèle. Donc si je comprends bien, la connaissance fine de tes clients, issus en fait de ton passé historique, combinée à un travail très pointu sur la gamme, quel que soit ce que on va en parler après parce que vous êtes des généralistes, vous ne faites pas que du salon, que de la cuisine, que du meuble blanc, tout ça, on va en parler juste après. Mais c'est la combinaison de la connaissance mais très fine de tes consommateurs, de tes clients cibles et un gros travail sur la gamme qui te permet derrière de dérouler un super merchandising dans un concept magasin compact à peu près 1000 m² que tu as raconté. Et une articulation, j'allais dire une mise en scène de tout ça qui en magasin font qu'il y a une expérience Atlas et le client se retrouve avec un bon rapport qualité-prix et quasiment, j'allais dire, un côté juste en fait. C'est-à-dire qu'il trouve de la justice dans les prix, il trouve de la justice dans la gamme. Là où il pourrait se dire, dans certaines enseignes concurrentes qu'on ne citera pas, on n'est pas là pour faire du dénigrement, où là, non mais attends, là c'est trop cher, où là c'est trop bas de gamme, et du coup il y a une dissonance au niveau du rapport qualité-prix et de la justesse de ce rapport-là. Tout à fait. Donc, encore une fois, comme tu l'as précisé, aujourd'hui, c'est le commerce physique n'est pas... malgré le fait que l'Internet explose, le commerce explose, il y a encore de beaux jours de bon soin. Hein, donc, sur le marché du meuble, ça représente aujourd'hui 15% à peu près. Hein, les achats digitaux, tu veux dire ? Les achats digitaux. Donc, 85% sont encore des achats physiques. Alors, effectivement, il faut pouvoir faire venir les clients en magasin, qu'ils aient une réelle expérience, une plus-value, un balisage dans leur choix. Ne pas les tromper, hein, je répète encore une fois, il faut vraiment avoir... Alors, le prix juste est un combat de quotidien, bien évidemment, hein, mais c'est le plus difficile, encore une fois, c'est aujourd'hui, au travers de nos collections qui sont dans le ciblage de nos clients, mais aussi de la communication. Hein, les deux piliers de notre métier sont simples, hein, relativement simples. Si on exclut bien entendu la gestion économique, le management, l'animation des équipes. L'administratif français. Voilà, tout à fait. Il reste deux piliers de notre métier qui sont l'offre, forcément, la collection qu'on va mettre en place, et la communication. Voilà. Donc ce sont les deux axes principaux pour pouvoir continuer à faire venir les gens en magasin. Et dans ce cadre-là, Atlas a une stratégie clairement assumée de Web to Store, qu'on travaille d'ailleurs avec l'agence B52 depuis déjà 10 ans. Alors là, c'est intéressant parce que d'un côté, donc, on parle du Web to Store, on parle du Drive to Store, etc. On parle également de l'omnicanalité.
Et on voit très bien que dans le meuble, si tu ne testes pas, alors là, c'est pas le professionnel de la com qui parle, ça va être le père de famille, le particulier, il faut tester le matelas. Il faut tester le canapé, il faut tester le confort du canapé, il faut tester les fonctionnalités d'un canapé, il faut regarder le design, il faut toucher. Voilà, il y a un côté un peu sensoriel quand même dans l'achat du meuble. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le digital, tu peux faire les plus belles modélisations 3D, tu peux faire les plus belles perspectives, tu peux mettre les plus beaux habillages. Ça, on ne le retrouvera jamais. Est-ce que c'est pour toi une des raisons qui font qu'aujourd'hui, tu as uniquement 15% du marché qui est fait sur le digital versus 85% en magasin? Mais ce n'est pas la seule. Alors, effectivement, ce côté expérientiel, expérientiel, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir. C'est rassurant. C'est rassurant. Quand on achète un canapé, c'est avant tout le premier critère du choix d'un canapé pour un consommateur, c'est le confort. Bah oui. Après, c'est le prix, mais avant tout, c'est le confort. Ouais. Donc bon, ça, sur le percevoir sur le web, c'est quand même c'est impossible. Tout comme une literie, c'est impossible de savoir la qualité de ce que tu vas recevoir. Tu ne vas pas t'asseoir sur ton ordinateur pour tester la literie. Tout à fait. Les gens n'achètent pas qu'un prix, en tout cas dans notre ciblage de clientèle. Je ne dis pas, chacun après fait ses choix, mais dans notre ciblage de clientèle, nos consommateurs, en tout cas, ont besoin de sentir, de toucher. Mais je rajoute à ça, Alex, aussi le service. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand les consommateurs ils viennent en magasin, ils ont, en tout cas dans notre enseigne, ils ont l'écoute, le service, on va rechercher le produit qui est le plus adapté. Ouais. On se sert également de l'input donné par le digital sur le commerce, notamment en termes de satisfait ou échangé, qui est inclus dans la réglementation pour toutes les ventes en ligne. Ouais. Chez Atlas, aujourd'hui, on est une des rares enseignes à proposer pour le siège et pour la literie, satisfait ou échangé. Comme sur le digital, en fait. Comme sur le digital, tout à fait, pour que le client aussi le temps de réfléchir, le temps de voir si ça lui satisfait, de tester, le temps de voir si ça lui satisfait. Donc ça aussi, c'est rassurant, en fait. C'est rassurant, ce sont des services complémentaires, voilà, tout simplement. Et c'est gage de sérieux en disant, attends, tu as le droit de... C'est gage de sérieux. Ouais. Et il y a un autre volet aussi, Alexandre, qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, dans le meuble en tout cas, tout ce qui est, le terme n'est pas très joli, mais tout ce qui est chronopostable, c'est relativement facile à livrer. Pratique en logistique, tu veux dire. Pratique en logistique, en petits paquets, livré en bas de chez soi. Pas coûteux sur la coûteux, voilà, parce que le consommateur, quand il achète en ligne, il n'a pas trop envie de payer des frais de livraison. Or, lorsqu'on commence à vouloir travailler avec des volumes et des mètres cubes qui sont les nôtres, que représente un canapé, un buffet, une table, le poids et le volume afférents à ce que nous distribuons, les coûts logistiques sont encore très importants. Si on veut du service, si on veut pouvoir avoir de l'installation, donc c'est pas aussi simple que ça de pouvoir... Alors, c'est faisable, mais ce n'est pas en soi une fin. Moi, je le redis, aujourd'hui, notre réseau d'adhérents adhère chez Atlas. Ce sont des commerçants physiques. Ils doivent pouvoir assumer leurs charges, assumer leur loyer, assumer leurs charges de personnel. Bien sûr, c'est pas le même modèle économique. C'est pas le modèle même économique. Et on n'est pas prêt, on n'est pas dans la résilience, ni dans la résistance. On est tout simplement légitime pour recevoir nos consommateurs. Je rebondis sur un point, toujours dans la partie service. Sur la partie SAV, on sait très bien que c'est un des points critiques des e-commerçants, la gestion des retours, la gestion de la relation client, du service client, après la livraison, etc., où c'est des fois difficile de joindre ces plateformes qui ont des services de suivi qui peuvent être externalisés, etc. Là aussi, le fait d'être un magasin physique avec la gestion du SAV, avec des vrais humains, des vraies personnes, où tu sais où est le magasin, tu sais à qui t'adresser, etc., ça, c'est un élément de l'expérience client chez Atlas qui rassure le consommateur. Et ça fait l'accompagnement global de A à Z. Et pour le consommateur, oui, on va être 5-10% plus cher sur certains produits qu'Internet. Par contre, tout le service associé justifie le fait qu'on est de temps en temps un peu moins bien placé que sur Internet au niveau du prix, mais c'est rassurant pour le consommateur. Tout à fait. Donc effectivement, la réglementation nous impose de pouvoir régler les services après-vente, ce qui est logique à un consommateur sous un mois maximum. On a une relation avec le consommateur direct. Tout est géré pratiquement en temps réel pour qu'il soit satisfait, pour que les pièces puissent être changées, pour qu'éventuellement une intervention puisse être faite, y compris dans le temps. Alors effectivement, si ça se passe à la livraison, sur Internet, vous pouvez la possibilité de renvoyer rapidement votre produit en disant il n'est pas conforme, je le renvoie. Une fois que vous avez passé les 14 jours, si au bout de 6 mois, votre canapé ou votre meuble présente des défauts, pour retrouver, dans le cadre de la garantie légale de conformité qui dure 2 ans, retrouver un interlocuteur qui soit valable et qui puisse intervenir pour pouvoir vous satisfaire sur le SAV, ça devient un peu plus compliqué. En magasin, c'est beaucoup plus facile. Voilà, les gens sont les mêmes, vous y retournez. Vous retrouvez
retrouvez votre conseiller de vente, le faciès des personnes. On retrouve la personne qui va suivre votre ouais. dossier et que ce soit au bout de... Et même au-delà des 2 ans de conformité, un client sera toujours bien reçu chez Atlas pour qu'on puisse trouver une solution à un problème qui se passerait au-delà du délai de garantie, bien évidemment. Ouais. Là, on vient de parler, tu vois, d'expérience client, on vient de parler de services associés à l'expérience client. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, quelle que soit la nature des défis, pour continuer votre développement avec sérénité et garantir la pérennité du réseau? Oui, bien entendu. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Voilà, bien entendu. Bon, voilà, on le disait en introduction, Alexandre, donc aujourd'hui, on constate quand même que les crises sont de plus en plus rapprochées, sont de plus en plus intenses, voilà, de plus en plus longues, et que les rebonds sont de moins en moins hauts. Ouais. Voilà. Donc, et de plus en plus courts. Et de plus en plus courts. Donc, bon, en soi, une fois qu'on le sait... on compose avec. Tout à fait, on compose avec, et puis si on est préparé, c'est quand même plus facile de pouvoir passer le cap. Donc oui, aujourd'hui, il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais enjeux. Le rebond se fera, parce que le rebond, il y a toujours eu, après des crises. Oui. Par contre, il se fera avec une évolution du comportement du consommateur. Une forte évolution. Avec certainement une prise en compte de plus en plus importante du côté environnemental. D'une consommation éco-responsable. Donc c'est-à-dire à nous, l'enjeu, ça va être demain de rassurer le consommateur, de le déculpabiliser dans son achat, dans la mesure où nous serons engagés, en tout cas, pour pouvoir donner le taux de matière recyclée dans un produit qu'il achète. Le taux de recyclabilité une fois que le produit sera en fin de vie. Est-ce qu'il y a des matières toxiques? Quelle est l'origine du produit? Donc ça, c'est aussi un impact important et qu'il faut prendre en compte, parce que ne pas le prendre en compte, ça serait passer à côté des critères vraiment de choix du consommateur que le consommateur va exiger, ou en tout cas qu'il va falloir lui mettre clairement exposé pour, je redis, le déculpabiliser dans son achat et qu'on puisse avoir... Voire même avec les évolutions des réglementations. Oui, qui peuvent aussi vous contraindre. Tout à fait, oui. La reprise, il y a déjà eu tout un tas de trucs au niveau législatif qui ont été faits, mais demain, on sait que ça va s'accentuer, on sait que ça va être de plus en plus contraignant. Il y a le côté législatif d'un côté et le côté consommateur de l'autre. Donc c'est une espèce d'effet ciseau où si vous n'anticipez pas, ça va être très difficile pour vous en fait. Tout à fait. Donc on n'attend pas, on n'a pas à attendre d'être contraint par la réglementation. En tant qu'entreprise socialement responsable, nous sommes déjà engagés dans cette partie-là. Le service achat d'Atlas aujourd'hui a des directives claires qui sont de privilégier bien entendu la proximité, les circuits courts, privilégier les produits dans lesquels avec des labels certifiés, PEFC pour le bois. Notamment, donc pour pas qu'il y ait la destruction des forêts, engagé également pour la gestion des plastiques, la gestion du recyclage des cartons. Comme tu l'as dit, l'origine des produits. Tout à fait. Là, comment ça se passe, vous, actuellement peut-être que c'est encore assez balbutiement. Tout ce qui touche... Alors, la reprise, je sais que c'est du juridique, du légal, mais la partie seconde main, seconde vie, c'est-à-dire meubles d'occasion. Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des corners dans les magasins? Est-ce que ça, pour l'instant, c'est embryonnaire? C'est quoi votre... Tu me tends la perche, Alex, parce que là, on est justement en réflexion dans le cadre d'une évolution conceptuelle, sur lequel on va certainement, dès la rentrée, enfin, ça y est, c'est déjà validé, mais retravailler le balisage en magasin. Le concept magasin. Le concept magasin, le balisage, la signalétique interne, dans lequel la seconde vie va avoir une place, une vraie place, tout à fait, y compris physiquement, et y compris dans la communication. Dans la communication, tout à fait. Mais bon, une seconde vie qui ne sera pas forcément une seconde vie au sens meuble d'occasion, parce que ce n'est pas notre positionnement, ce n'est pas notre légitimité, mais en tout cas, justement, dans le cas du satisfait ou échangé, lorsqu'un client voudra échanger son canapé ou son salon au bout de 30 jours, parce qu'il a 30 jours pour changer d'avis. Donc c'est suffisant pour tester un canapé en matelas. Tout à fait. Donc il est tout à fait légitime pour nous de remettre ce produit en exposition dans le cadre d'une seconde vie. Autre sujet que je voulais aborder avec toi, Maxime, c'est donc ton réseau. Déjà, est-ce que tu peux nous dire le nombre de magasins, de points de vente que tu as, dans quel type de communes ils sont implantés, ton plan de développement? Il y a beaucoup de questions, alors je suis désolé. Donc on va d'abord parler du réseau et après on va parler plus spécifiquement du profil de tes adhérents. Alors ceux que tu as actuellement et ceux que tu souhaites recruter pour continuer ton développement. Donc première question, la taille de ton réseau, comment il est implanté, quel est le type de ville
dans lequel ils sont implantés et comment tu animes tout ça? Pour répondre à ta première question, aujourd'hui, Alex, la taille du réseau, au bout de 10 ans d'existence, parce qu'Atlas Nuco a 10 ans d'existence, atteint aujourd'hui une trentaine de magasins. Ces magasins, donc le maillage territorial, il est essentiellement aujourd'hui sur l'est de la France. D'accord. Voilà. Également sur les territoires et les collectivités d'outre-mer. Ok. Voilà, sur lequel il y a des magasins, un magasin à Nouméa. Qui sont aussi des historiques du réseau? Tout à fait. Okay. Oui, qui sont historiquement, depuis plus de 10 ans, ils sont déjà là. Donc oui, je te disais donc La Réunion, Nouméa, et puis la métropole, sur lequel il y a le complément des magasins. Ouais. En métropole, c'est quel type de ville? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des villes de province, un magasin sur la région parisienne. Alors c'est pas un choix politique de dire que nous écartons la région parisienne, mais par souci aussi de rentabilité pour nos futurs adhérents, nous sommes obligés d'être très vigilants à la charge foncière. À la charge foncière. Faut dire ce qui est. Donc on a réduit les surfaces pour s'adapter déjà, on a adapté notre modèle économique et commercial par rapport à l'évolution du comportement du consommateur et aussi par rapport au coût induit de la gestion de grandes surfaces. Donc on se concentre aujourd'hui sur les villes de province. Pour nous, c'est notre cœur de cible et l'objectif est de réinstaller Atlas là où il était avant la faillite du mobilier européen en 2015. C'est-à-dire il y avait 55 magasins et de pouvoir se remettre dans toutes les villes où on était. Donc si je comprends bien, dans ton plan de développement, tu cibles prioritairement les villes de province, là où était installé Atlas il y a une dizaine d'années, parce que tu fais le pari que c'est resté quand même dans les mémoires collectives et que le redémarrage suite à une nouvelle ouverture d'un magasin dans une ville ancienne du réseau Atlas sera facilité finalement parce que des clients historiques d'Atlas, tiens, Atlas est revenu, etc., etc. Tout à fait. Alors c'est pas un pari, hein, Alex, c'est un vécu. C'est un vécu, d'accord. Voilà, donc on le sait depuis 10 ans, lorsqu'on réouvre. Alors je n'ai pas la prétention de dire que les clients nous ont attendu que Atlas réouvre, mais encore une fois, si tu reviens au début de nos échanges où je te disais que les clients avaient besoin d'une enseigne milieu de gamme en France, et d'où Atlas avec sa légitimité sur ce positionnement sectoriel, il n'y a pas d'enseigne milieu de gamme généraliste en France. Juste parenthèse, généraliste pour les initiés, c'est quelle famille de produits derrière? Parce qu'on sait qu'elle est spécialiste des cuisines, on sait qu'elle est spécialiste du salon, on sait qu'elle est spécialiste de la literie, je pense que tout le monde a en tête des noms d'enseignes, mais toi en fait ça veut dire que généraliste, tu as une partie des gammes des spécialistes de tous ces univers métiers. Tout à fait. Donc, nous exerçons sur à la fois le meublant, voilà, donc ce qui est salle à manger, table, chaise, buffet, le siège, donc fauteuil, canapé, donc tout ça, il n'y a pas de problème, mais également la literie. La cuisine, voilà, qui est quand même une part importante chez Atlas. La cuisine, aujourd'hui, ça peut représenter jusqu'à 25% de notre activité dans certains de nos magasins. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas neutre. Voilà. Et puis, de la décoration. Voilà. Donc, alors, on n'est pas des magasins de destination pour la décoration, hein, mais en tout cas, ça fait partie de notre concept. Mais alors, du coup, là, une question me vient. Quand tu es directeur d'un magasin Atlas ou responsable d'un magasin Atlas, il faut que tu sois bon gestionnaire, bon commercial, que tu aies quand même une appétence pour toutes les familles de produits. Si tu veux me sortir, je sais pas, le portrait robot ou les compétences clés d'un directeur de magasin, ou d'un futur franchisé. Ce serait quoi? Parce que c'est quand même une palette très large, parce que c'est quand même un profil d'entrepreneur. Tu touches à tout, mais on ne peut pas être bon partout. Tout à fait. Alors, pour aujourd'hui, pour continuer ce développement du réseau, parce qu'une enseigne qui ne se développe pas est une enseigne qui meurt. Donc, bien entendu, nous faisons ce qu'il faut en termes de communication. Donc, on participe au salon, on prend la parole dans les PQR, on se fait aider par l'enseigne, par l'agence de communication B52. On reviendra tout à l'heure, j'ai 3 questions pour toi. Qui nous gère notre landing page devenir franchisé et qui nous aide à recruter de futurs franchisés. Voilà, ça c'est pour la partie communication. Mais par contre, tout comme nos clients, il faut aussi cibler nos futurs franchisés. Et aujourd'hui, dans ce métier du meuble, on ne peut pas faire entrer de simples investisseurs. Non. Voilà. On ne peut pas faire entrer non plus des gens qui se disent moi j'aime bien ce métier-là, ça a l'air sympathique. En reconversion, tu voudrais dire voilà, par exemple, reconversion. Comme on voit beaucoup dans la franchise, des cadres en reconversion, des grands groupes, des anciens contrôles de gestion. C'est ça. Je vais ouvrir une franchise dans le service à la personne, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait pas leur rendre service que de pouvoir les amener dans ce domaine d'activité qui n'est pas plus difficile ou moins difficile qu'un autre. Il y a une vraie culture, il y a des vraies compétences spécifiques qu'il faut. De par justement la diversité du métier, donc tu l'as précisé.
Il y a aussi l'aspect concurrentiel, il ne faut pas le nier, donc on n'est pas tout seul, et on n'est pas attendu, donc il faut se battre, donc il faut avoir aussi cette résilience, accepter aussi le modèle économique, qui est un peu basé, qui est carrément basé un peu comme Airbus, on travaille sur des carnets de commandes, on travaille sur de la facturation, on travaille sur du noté, de la compte, donc c'est pas aussi simple, c'est pas du cash tout de suite qui va rentrer dans les exploitations, donc il faut savoir être patient, il faut savoir être bon gestionnaire, être bon commerçant. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui on va privilégier essentiellement soit des responsables de magasins de meubles déjà qui souhaitent se lancer en franchise. À leur compte en fait. À leur compte, qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et ça, aujourd'hui, c'est 80% de notre réseau et c'est un peu notre fierté d'avoir... Des anciens responsables ou directeurs de magasins, d'enseignes spécialistes. Peu importe l'enseigne, mais qui étaient du métier, qui connaissent le métier profondément, à la fois dans l'animation, dans le merchandising, dans la gestion quotidienne, et qui souhaitent se lancer. Donc ça, on sait les accompagner, on a cette fierté de pouvoir les accompagner. Parce que je dis encore une fois, c'est 80% de nos profils de magasins aujourd'hui. Mais on a aussi des franchisés qui ont déjà plusieurs enseignes à leur actif et qui veulent diversifier leur portefeuille de marques enseignes. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des gens qu'on accueille bien volontiers parce qu'ils sont déjà des professionnels du meuble qui cherchent à équilibrer, encore une fois, les différentes enseignes qu'ils ont, que ce soit spécialistes ou généralistes. Bien sûr. Et enfin, il y a toujours, bien entendu, des acteurs, des commerçants indépendants qui sont commerçants de meubles, qui ont des enseignes sur la façade et qui voudraient changer pour donner un nouvel élan. Voilà. Donc ce sont nos 3 profils privilégiés. Donc quand on écoute les profils que tu cibles, finalement au niveau de la com, il y a un impact dans le sens où ça va d'abord se faire plutôt par réseau, réputation, bouche à oreille, entremettage, plutôt que par rapport, parce qu'on travaille beaucoup chez B52 avec pas mal de réseaux de franchises divers et variés, et on a quand même l'habitude d'aller à la chasse aux papillons en faisant des campagnes digitales, des campagnes de stratégie de contenu, etc. Toi, c'est un petit peu différent dans le sens où tu t'adresses vraiment à une niche, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on n'a pas l'habitude d'aller cibler sur des mécaniques de communication traditionnelles. Par exemple, tu vois, il y a plein de médias ou de plateformes dédiées à la franchise. Toi, ces gens-là, tu vas pas les trouver ici, par exemple. Enfin, tu vas pas on pourrait, mais la probabilité est faible. Est très faible. Voilà. Et donc, le retour sur investissement va être négatif, parce que tu vas devoir mettre beaucoup de moyens financiers pour aller sur ces plateformes, sur ces types de mécaniques très digitales, etc., qu'on a l'habitude de faire, pour aller récupérer éventuellement 1, 2, 3 contacts et pas forcément très qualifiés par rapport au profil que tu viens de... Donc c'est pour ça, on ne peut pas, de toute façon, se passer de communication. Donc encore une fois, le LED qui est fourni par l'agence B52 pour à la fois structurer les passages publicitaires que l'on fait dans les journaux spécialisés, nous aider à marketer le stand qu'on fait à Esprit Meuble, nous travailler sur la landing page pour pouvoir nous présenter en tant que franchiseur. C'est ça. Voilà. Au passage, Atlas a été le premier franchiseur dans le meuble en France. Ah ouais? Oui. Ah bravo. Oui. Donc pas en volume, bien évidemment, mais la première enseigne à se lancer en franchise. À faire le choix du modèle de la franchise versus les succursales. Tout à fait. Voilà. Donc les 50 ans de l'expérience sont aussi là. Voilà, on sait franchiser, on sait amener des gens. Donc accompagner, former, outiller, tout ça. Transférer le savoir-faire, mettre en place nos... Ça c'est rassurant aussi pour un candidat quand même. C'est plus que rassurant. Voilà. Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, l'aide qui est fournie en termes de communication est importante, mais nos premiers prospecteurs aujourd'hui, ça reste quand même nos franchisés. C'est ça. Voilà, nos franchisés. Donc le réseau. Le réseau. La force d'un réseau, quoi. Tout à fait, la force du réseau qui trouve au travers d'Atlas, dans ses valeurs, dans ses fondamentaux, la rentabilité qu'il souhaite, le modèle qu'il souhaite, et qui sont aujourd'hui d'ailleurs, ils sont utilisés systématiquement lorsque j'avais rencontré hier matin un prospect. Voilà, dans le sud-ouest, qui me demandait forcément quelles étaient les forces d'Atlas, qu'elle pouvait lui amener Atlas de plus par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui. Ce serait prétentieux à chaque fois de se présenter directement en disant la plus-value va être à ce niveau-là, au niveau commerce, au niveau économique, etc. Au niveau achat. Le mieux pour moi, c'est de sortir la liste du réseau en disant écoutez, choisissez n'importe quel adhérent de la liste.
Voilà, choisissant 5 dans la liste, appelez-les. Appelez-les de ma part et vous diront même. Appelez-les, je vous tiendrai pas je ne tiendrai pas le micro, je ne serai pas présent. Appelez-les et demandez-leur ce qu'ils pensent de la plus-value. De l'envers du décor et de la réalité du réseau. Du travail qui est fait au quotidien pour les accompagner. Et encore une fois, je le redis, dans la communication, dans la gamme, dans l'animation. Donc c'est quand même nos premiers prospecteurs. Tu disais tout à l'heure une trentaine de magasins en France et en territoire d'outre-mer. Votre ambition en termes de développement à 3-5 ans Alors, il faudrait, on va y arriver, atteindre un niveau minimum de 50 magasins. Alors, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir 50 magasins, c'est pas le nombre pour le nombre, c'est pour avoir un maillage territorial. Atteindre une taille critique, je suppose. Tout à fait, voilà, atteindre une taille critique, avoir un maillage territorial qui soit représentatif et qui nous permettrait d'accéder, au travers, encore une fois, de B52 qui nous accompagne, je le redis depuis plus de 10 ans, à des médias qui sont pas forcément accessibles aujourd'hui, comme la télévision. La télé. La télé, effectivement, il faut que tu aies, alors, évidemment, une taille critique pour avoir des moyens budgétaires quand tu collectes de la redevance publicitaire au niveau de tes franchisés pour créer le budget pour aller en télé. Et 2, la télé, si tu n'as pas un maillage territorial plus dense que celui actuellement, plus équilibré que tu as actuellement, t'auras trop, malgré l'avènement de la télé segmentée, tu auras trop de déperdition et du coup, tu vas taper un peu à côté. Tout à fait. C'est ça donc c'est pour ça qu'il faut continuer une cinquantaine de magasins. Une cinquantaine de magasins, bien entendu plus, mais déjà atteindre une cinquantaine de magasins. Et encore une fois, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas inaccessible. Je le redis, Alex, moi je vais te retourner la question. Cite-moi une enseigne généraliste de meubles dans le milieu de gamme, à part Atlas. Sachant qu'on va dire que But et Confo c'est en dessous. On est carrément positionné. On est sur l'équipement du foyer et le jeune habitat. Donc, sectoriellement, ils sont dans le secteur sur le Q1. Si on peut diviser le marché en Q1, Q2, Q3, Q4. Voilà. Atlas va commencer au Q2. Story c'est pas un généraliste. C'est pas un généraliste. Parce qu'il est plus salon déco. Il fait pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de literie. Il fait pas de literie. Et il y a très peu de chambres à coucher, par exemple. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est pas un généraliste. Alors, c'est un acteur important. Mobilier de France, c'est plus haut de gamme. Mobilier de France. Il n'y a pas de cuisine. Et plus haut de gamme, ne fait pas de cuisine. Pas sûr qu'il y ait de cuisine dedans. Ouais, je pense que vous êtes seul. Oui, il n'y a pas. Donc, aujourd'hui, si tu veux trouver une enseigne, encore une fois, je le redis, entre le pas cher jetable et le rêve inaccessible, il n'y a pas d'acteur. Donc, il y a une réelle légitimité pour pénétrer le marché en France aujourd'hui et répondre aux besoins des consommateurs. On vient de parler de tes perspectives de développement, tes ambitions en termes de développement, les profils que tu cherches à cibler en termes de candidats, en termes de villes, etc. Ça, c'est le monde idéal. Je suppose que tu as quand même malgré tout quelques freins qui vous ralentissent. Alors, je ne parle pas de la conjoncture générale, mais d'un point de vue purement opérationnel, est-ce que tu as 2-3 éléments à nous donner sur les vents contraires finalement qui te ralentiraient dans le développement de ton réseau ? Alors, je ne parlerai pas de frein, Alex, mais de contrainte. Parce que un frein, on ne peut pas le contourner. Bon, une contrainte, on peut toujours arriver à la contourner. Il y en a plusieurs, mais j'en mettrai 2 principales. Parce que sinon, ça serait trop long. La première, on l'a déjà évoqué une première fois. Aujourd'hui, pour pouvoir continuer à se développer, il nous faut les emplacements. Il faut les emplacements qui soient dit premium, parce que la visibilité c'est quand même important. Nous sommes des commerces de destination, donc on ne peut pas se permettre de se mettre dans les endroits où on est tout seul. Il faut être au cœur des zones commerciales. C'est le modèle économique, on n'est pas des modèles de centre-ville et on ne peut pas non plus se permettre, la notoriété n'est pas suffisante pour être tout seul en race campagne de manière isolée. Donc aujourd'hui on a quand même une pression importante encore des montants des loyers commerciaux qui pèse sur le développement. Sachant que, pour être transparent avec toi, aujourd'hui, si le loyer cible, pour pouvoir rentabiliser un Atlas, est aux alentours de 90-100 euros du mètre carré. Hors taxe. Hors taxe, voilà. Alors ça peut aller, bien entendu, jusqu'à 110, 120, suivant l'emplacement, s'il est vraiment premium, et qu'il permet de se passer de communication, puisqu'il y a une véritable émulation. Il y a un flux naturel, et donc ce qu'on ne met pas dans la communication, en investissement, je parle bien d'investissement dans la communication, je ne parle pas de charge, on en parlera juste après. Donc, mais au-delà, compte tenu de notre modèle, compte tenu aussi du changement de comportement du consommateur, nous n'avons plus les volumes qu'il y avait il y a 30 ans. Les marges sont aussi malheureusement compressées par l'inflation, compressées par la pression concurrentielle. Donc on ne peut pas non plus lancer des gens en franchise uniquement pour payer leurs charges. On est là aussi
aussi pour rentabiliser. Un modèle comme Atlas, aujourd'hui, lorsqu'il est bien géré, lorsque tout est bien appliqué, c'est-à-dire que le concept est en place, l'animation est en place, la communication qui est proposée par l'enseigne est en place et bien appropriée par le franchisé, un adhérent ou un franchisé peut espérer une rentabilité nette après impôt entre 4 et 5%. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir ces normes de gestion, les respecter et savoir à un moment donné dire là c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc des loyers sur la région parisienne notamment. Voilà, et je dis région parisienne, mais c'est dans les autres agglomérations, que ce soit Lyon, Marseille. Oui, dans les grosses zones commerciales. Ça a tendance à flamber plutôt qu'à baisser. Voilà, d'ailleurs, c'est quand même assez surprenant, parce qu'actuellement, on voit quand même pas mal beaucoup. Vu la conjoncture, c'est étonnant. Vu la conjoncture, tout à fait, on pourrait penser que avec l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande, ça puisse se réguler. Or, pour l'instant, ça ne baisse pas, voire même ça continue d'augmenter. Alors que malheureusement, on voit quand même pas mal dans les galeries commerciales ou même les zones commerciales, beaucoup de vitrines vides, avec des grands panneaux à louer, à vendre, etc. C'est assez malheureux, mais malgré ça, tu nous dis qu'il y a toujours une pression sur les charges foncières pour les locaux commerciaux. Toujours actuellement. Quel est un peu le nerf de la guerre, à t'entendre un petit peu là. Aujourd'hui, c'est plus que le nerf de la guerre, parce que l'emplacement, encore une fois, il est quand même très important, et ça peut représenter jusqu'à 10% de ton chiffre d'affaires hors taxe qui est investi pour la valeur locative. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc dans un magasin Atlas, je parle pour les professionnels, bien évidemment, dans le modèle économique aujourd'hui que nous défendons, il y a vraiment 3 postes de charge qu'il faut surveiller et qui sont importants pour la rentabilité. Je parle bien de charges, je ne parle pas bien entendu ni de marge ni de chiffre d'affaires. Ce sont les charges de personnel, bien évidemment. Donc il faut vraiment se mettre au diapason et avoir le nombre de personnes suffisantes, bien rémunérées mais suffisantes, et on ne peut pas surstaffer, ce n'est pas possible. Le deuxième, ça va être le loyer. Voilà. Et le troisième, la publicité. Après, le reste, ce sont des charges d'exploitation classiques, que je ne compte pas. Mais ces 3 postes de charges sont très importants. Et le loyer est en deuxième, juste après les charges de personnel. Donc ce n'est pas négligeable. Là, on vient donc premier frein, première contrainte, la charge locative. Est-ce qu'il y en aurait d'autres contraintes que tu voudrais identifier, que tu as identifiées ? Alors oui, une seconde, c'est que malheureusement, ces dernières années, il y a eu quand même pas mal d'enseignes qui ont failli. Voilà, donc je citerai Habitat, Casa récemment, Interiors qui a disparu. Maison du Monde qui va pas très fort. Maison du Monde, d'autres que je ne citerai pas ici, qui ne sont pas forcément en pleine santé. Ce qui fait que au niveau des banques, le marché du meuble est plutôt un secteur à risque. Donc c'est frileux. Voilà, c'est frileux. Donc lorsqu'il faut aller lever des fonds, même si l'avantage aussi de se lancer en franchise chez Atlas, c'est que il ne faut pas forcément des sommes immenses. Mais ceci dit, il faut quand même un apport personnel. Voilà. Donc, comme dans tout projet entrepreneurial. Comme dans tout projet. Et derrière, il faut forcément, pour une mise à jour, une mise au concept, à la fois intérieur et extérieur. L'enseigne, les travaux, le financement du stock d'exposition. Le stock, il n'est pas financé, ça reste sur fonds propres ou sur l'exploitation. Mais oui, tout ce qui est travaux, mise au concept intérieur-extérieur, tout ce qui est second œuvre, bien entendu, il faut l'emprunter. Et là, on se fait face à des banquiers qui sont aujourd'hui plutôt frileux. Parce que le marché, à cause de ces enseignes qui ont failli, malheureusement, est plutôt dans le rouge. Donc bon, pour effacer cette contrainte, il n'y a pas 36 solutions. Donc déjà, nous soutenons nos franchisés en défendre les dossiers auprès des banques, parce que, encore une fois, les montants ne sont pas importants, donc ça ne monte pas au niveau national, même pas au niveau régional, ça reste au niveau local, parce que les enveloppes vont se situer en termes d'investissement, au plus bas à 60 000 euros, au plus haut à 180 000 euros, 200 000 euros. Donc c'est pas non plus des investissements qui sont monstrueux. Ça dépend aussi du bâtiment qu'on va trouver, ça dépend de ce qu'il y a à offert à l'intérieur, bien évidemment. Donc s'il n'y a rien à faire, avec 50 000 euros, c'est possible. Bien sûr. Donc on soutient en allant auprès des banques, mais on a aussi décidé, alors que c'était pas notre vocation première, de se lancer en succursale. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que l'enseigne va porter certains projets en propre dans certaines villes. Donc quand on parlait tout à l'heure du plan de développement où tu souhaiterais passer à 50 implantations, il y aura une part de 30 à 50
sur la vingtaine, qui fait un petit peu le gap entre les deux, il y aura une partie réservée à la franchise et une partie en succursale. Tout à fait. Et sur, je suppose, des endroits bien ciblés où vous allez vous la réserver en succursale et d'autres vous Alors réservé non, parce que le priorité ça reste quand même le modèle reste quand même un modèle franchisé, donc il n'y a pas de priorité donnée. Il n'y a pas de droit de préemption pour la tête de réseau. D'accord. Ça ne sera que si les planètes s'alignent. Si à un moment donné on a le local, le porteur de projet et le financement qui va bien, ça sera pour lui. Si on n'a pas le local, le franchisé, on attendra le tour. Mais par contre si on a un local et pas de franchisé, on se portera. Et à titre d'exemple, on va ouvrir un magasin à Colmar en octobre, qui sera le premier magasin succursaliste de l'enseigne. Alors espérons que ce soit le premier d'une longue liste. Mais ce qui n'empêche qu'on va ouvrir aussi mi-septembre à Dijon avec un franchisé. Voilà. Donc quasiment concomitamment, vous avez deux projets concomitamment. Super. C'est une bonne nouvelle par rapport à la conjoncture. Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi du travail. J'imagine bien que c'est pas simple. C'est des projets qu'on tient depuis longtemps. Pour Dijon, ça fait déjà pratiquement plus d'1 an qu'on est avec le franchisé à chercher le meilleur emplacement, le meilleur local. Donc capable aussi de pouvoir refuser quelque chose qui ne rentre pas dans nos critères, parce qu'on ne prendra pas du par défaut. Non. Donc ça, ce n'est pas possible à notre époque. Il faut vraiment... Que ce soit au niveau du profil, comme au niveau du projet, l'implantation, etc. Enfin, l'erreur serait gravissime. C'est-à-dire que les conséquences seraient gravissimes. Il est très difficile de travailler en mode sans échec, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas, notre devoir, c'est aussi de sécuriser au maximum et de garantir la rentabilité du projet. La gestion des risques, le management du risque, en fait. Donc on est capable de dire non et d'attendre longtemps, quitte à perdre éventuellement un futur prospect. Mais c'est une sage décision, parce qu'en fait, sur le moment, ça peut faire envie, mais si derrière, les dommages collatéraux sont trop importants, il y aurait beaucoup plus de casse. Que ce soit avant tout, je pense, au franchisé, parce que c'est quand même son argent, donc ne pas amener quelqu'un rapidement vers un échec. Et donc, même pour l'enseigne. Et après, c'est pour l'enseigne, parce que ouvrir et fermer des magasins... Pour la réputation, l'image, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est même catastrophique. Okay. Depuis le début de notre entretien, à plusieurs reprises, tu as noté la notoriété de l'enseigne, l'image de l'enseigne, son positionnement, etc. Au niveau de la communication, comment tu fais finalement pour travailler ces notions qui sont assez stratégiques? Tu l'as dit, vous êtes sur un marché concurrentiel qui est malgré tout tendu, avec des enseignes historiques qui malheureusement pour elles disparaissent. Comment tu fais pour travailler cette image et cette notoriété qui, à t'écouter, est quand même un des facteurs clés de succès pour un nouvel adhérent? C'est-à-dire que c'est rassurant pour lui d'un côté et c'est aussi source de développement pour son exploitation. C'est pas simple de répondre à ta question. C'est large. Oui, c'est très large. Voilà, c'est très large. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, je le redis, un des piliers de notre métier, c'est la communication. Ne pas communiquer. La communication n'est pas une charge, mais c'est un investissement. C'est ça. Voilà. Il faut sans arrêt solliciter le consommateur, faire savoir la nouvelle offre. Tout à fait. Faire savoir la nouvelle offre, avoir des mécaniques promotionnelles qui soient cohérentes, qui soient constantes, durables, profitables, bien évidemment pour tout le monde, parce que c'est quand même nécessaire. Donc on ne peut pas se passer d'avoir une agence de communication. C'est impossible. D'avoir une agence de communication qui est partenaire, qui comprend les enjeux, qui connaît bien le métier. Voilà, ce qui est le cas de B52, parce que 52 est spécialiste des réseaux. C'est ce qu'aujourd'hui nous défendons. C'est notre quotidien. Voilà. C'est notre quotidien. Mais aussi spécialiste du meuble. Donc historiquement, l'enseigne B52 a toujours eu dans son portefeuille de marque des enseignes de meubles. Et ça, c'est appréciable parce qu'on connaît vos enjeux business, vos problématiques business, vos clients, vos mécaniques. Ça, c'est confortable pour vous dans la production des outils, dans la production même des créas, etc. Parce que c'est gain de temps pour vous. Oui, alors c'est gain de temps, c'est profitable, mais c'est pas que sur la partie création, c'est aussi sur la partie conseil. C'est-à-dire qu'on a fait un bond exceptionnel ces 10 dernières années en termes de communication et de stratégie omnicanal de communication grâce à B52, parce que mon métier à moi, c'est d'animer des réseaux, d'ouvrir des magasins. Mon métier à moi, c'est de faire en sorte que tu aies plein de gens qui poussent la porte de tes magasins. Voilà, et chacun son métier. Chacun son métier. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir faire le tien, et inversement. Donc, et il est important pour nous d'avoir une agence qui nous comprenne, qui nous conseille, qui nous pousse, qui nous dit quelle est la bonne stratégie, parce qu'il faut quand même avoir une stratégie en communication. Ce n'est pas que les supports, ce n'est pas que les moyens qu'on met à disposition. Voilà. Et ça, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc moi, avec le président de l'enseigne, M. Tricard, bien entendu, on définit les grandes orientations
qui sont notre ADN, notre ADN, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut amener le réseau. Ensuite, derrière, on est obligé on n'est pas obligé. Il est fortement conseillé. Il faut avoir une agence de communication qui nous dit, par rapport à votre positionnement, par rapport à vos magasins, par rapport au profil de clientèle, aujourd'hui, vous devez faire du web to store avec votre site internet. Vous devez avoir un engagement sur la partie communication digitale, que ce soit en termes de référencement naturel, de référencement payant. C'est pas forcément quelque chose qui était natif pour nous. En tout cas dans nos gènes, de se dire on va faire de la communication. C'est vrai que dans notre métier, les adhérents avaient l'habitude d'avoir en face d'un budget de communication du kilo, je dirais du poids. Voilà, donc que ce soit un poids de catalogue, un poids de dépliant, un volume de dépliant, et qui était en contrepartie de l'investissement budgétaire qui est réalisé. Aujourd'hui, c'est dématérialisé, parce que la communication a évolué, et elle évoluera encore, Alexandre. Je crois bien que tu vas nous expliquer dans quelques temps que ChatGPT va devenir un... Entre autres, ça va ouvrir une nouvelle ère, en tout cas. Ça va ouvrir une nouvelle ère, et qu'on va pouvoir... en tout cas, ça va être aussi un des vecteurs de communication pour aller toucher les clients. Bien sûr, donc l'intelligence artificielle va rentrer de plein pied aussi dans notre métier. Et sincèrement, moi tout seul, je suis bien incapable de pouvoir dire comment on va pouvoir utiliser ces outils-là. Et pourquoi y aller. Et pourquoi y aller. Et je suis bien content, encore une fois, de pouvoir trouver des gens qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai le sentiment que la majeure partie de tes magasins ont conscience des enjeux et des mutations des comportements des consommateurs sur la recherche d'informations, la communication en amont de la visite du magasin, etc. On a parlé de omnicanalité. Est-ce que tu partages le point de vue qui consiste à dire aujourd'hui, le client n'a jamais été aussi bien informé sur l'enseigne et les produits avant de se rendre en magasin parce que il y a de plus en plus de points de contact. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les adhérents, ils peuvent faire du dépliant, ils peuvent faire des campagnes radio, ils peuvent faire de l'affichage, ils peuvent faire des campagnes digitales sur les réseaux sociaux, dans Google, etc. Point de convergence, le magasin physique, mais aussi les mini-sites, les magasins entre guillemets virtuels sur le site web portail Meubles Atlas. Est-ce que tu as le sentiment que les adhérents ont bien compris qu'il ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier, avoir une vision un peu plus large, et pour avoir un maximum de visibilité en local, finalement pour, alors, un, s'exprimer, montrer qu'on existe, et deux, être reconnu comme étant légitime. Alors, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, beaucoup de temps. Comme tout changement. Oui, beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie, mais on a franchi un cap. Voilà, on a franchi un cap grâce à l'animation qu'on fait du réseau, grâce aussi, encore une fois, à la pédagogie, la culturation qu'on leur fait. Oui, et puis la structuration de l'information qu'on leur donne. Donc, chaque réunion, à chaque fois, c'est remis sur la table. On décortique dans le détail l'investissement qu'on fait. Par exemple, un exemple tout bête, grâce à B52, je le redis, donc on a inclus dans nos contrats de franchise un budget minimum pour la gestion du référencement naturel. Ce que toi tu appelles dans ton jargon le SEO. Le SEO. Voilà, donc c'est devenu aujourd'hui obligatoire parce que nous avons la conviction et au travers de nous, on essaye de transmettre cette conviction à nos adhérents que ne pas exister sur la toile en termes de référencement naturel, c'est une hérésie. Voilà. Donc ça, c'est devenu aujourd'hui, c'est plus contestable. Personne discute. Voilà. Donc ensuite, on complète avec des budgets de référencement payant, ce que toi tu appelles le SEA. Voilà. Quand on est en opération commerciale. En opération commerciale forte, oui, tout à fait. Donc on renforce avec le SEA, mais on n'oublie pas non plus les moyens de communication traditionnels. Voilà. Il faut un juste équilibre entre le digital et le traditionnel. Donc, je parle par là la radio, la presse, la PQR, l'affichage, voilà, peu importe. Donc en tout cas, les deux sont valables. Sont liés, tout à fait. Donc on ne peut pas dire on fait tout un ou tout l'autre, ça serait ridicule. C'est un équilibre des deux qui va donner la quintessence ou la plus-value que peut apporter la communication. Je réinsiste, tout ça, ça reste vraiment que du local. C'est-à-dire que notre stratégie de communication aujourd'hui digitale, elle est portée sur le local. Pour le magasin, pour le magasin, voilà. Au travers d'une gestion de mini-sites, c'est-à-dire que chaque adhérent a sa propre expression sur le web, sur la toile, de ce qu'il est dans son magasin, au travers du site Atlas, mais dans son magasin, c'est quand même très important. Et chaque investissement qui est fait, il n'est pas fait pour la notoriété de l'enseigne. Au national, mais pour le local. Mais pour le local.
pour lui. Donc ça, c'est quand même important. Et on le voit, Maxime, quand on faisait les bilans semestriels ou annuels avec tes magasins sur, tu parlais tout à l'heure du référencement naturel, combien de fois on a remarqué que Meubles Atlas en local, qui est encore une fois une enseigne généraliste, se retrouvait en première page de Google sur l'univers cuisine. Je prends un exemple, quand on tapait cuisine équipée Orange par exemple, on avait l'agréable surprise, ça fait quand même plaisir de voir ça, que le mini-site du magasin Atlas Orange était en plein milieu de la première page de Google, au milieu des spécialistes. Tout à fait. Oui. Et ça, tu vois, en termes de crédibilité, légitimité, c'est quand même, alors déjà bon, au-delà du travail, j'ai dire technico-technique, c'est assez plaisant, mais en termes de visibilité et d'image de marque pour Atlas dans l'univers cuisine en local, c'est non négligeable. Tout à fait. Oui, et puis c'est pas le hasard. Et c'est pas le hasard, non. Voilà. C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une réflexion sur lequel nous avons travaillé, toi et moi, bien entendu, entre autres sur le sujet, profondément. Ouais. Donc pour que justement chaque internaute, tu citais le magasin d'Orange, mais les autres c'est pareil. Exemple, voilà, donc pour qu'on puisse cibler une population qui va taper les mots-clés qui nous intéressent et de pouvoir les récupérer dans un périmètre de 20 minutes à la ronde et les faire venir sur justement les pages magasins, ce qu'on appelle les pages magasins, qui sont en fait des mini-sites, sur lesquels l'internaute va pouvoir se projeter. Sur votre offre, votre politique de prix. Tout à fait, voilà, avec une diversité de l'offre, et on va se mettre à ISO-information par rapport à des spécialistes. Ouais. Donc oui, c'est une fierté de pouvoir aujourd'hui être sur la homepage de Google, voilà, si pour parler un petit peu moderne, donc pour avoir une forte lisibilité, parce qu'on sait. Voilà, on le sait, les études, c'est le donne. Google a un monopole quasiment en France. Bah oui. Voilà, et dans ce monopole, on sait que 85-90% des clients, avant de se déplacer en magasin, vont passer par Google. Pour se faire une idée. Tout à fait. Sans forcément vouloir acheter. Ouais. Mais déjà pour repérer le magasin. S'inspirer, voir ce qui existe, voir s'il était toujours là, parce que les gens ne fréquentent pas un magasin de meubles tous les mois. Donc j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement. Donc on sait que dans les statistiques, c'est en moyenne tous les 5 ans, donc qui poussent l'apport de magasin de meubles. Pour renouveler petit à petit, soit une literie, soit une cuisine, soit un canapé, soit un meuble. Voilà. Donc on peut pas nous tabler sur de la récurrence de business. Voilà, sur la fidélité, puisque tu peux être fidèle, mais la fidélité elle est très espacée. Oui, le temps de visite permet de ne pas forcément tabler sur la fidélité. Par contre, le parrainage, bien entendu. Ouais. Et il faut exister au moment où le client a l'intention. Par exemple, on sait qu'en cuisine, il se passe 4 mois entre le moment où le client se dit il faut qu'on change de cuisine, et le moment où il achète. Ouais. Sauf qu'avant, il est totalement hermétique à la communication de n'importe quelle enseigne. Ouais, donc il ne faut pas saupoudrer, il faut travailler dans la récurrence, il faut travailler dans la constance. Ouais. Et je crois qu'un de tes conseils à chaque fois, c'est de mettre, d'aligner les planètes lorsqu'on fait de la communication sur tous les canaux que l'on peut agiter. Bien sûr. Voilà. Et de ne pas faire un peu, arrêter, le stop je refais, voilà, le stop and go. Il n'y a rien de pire que le stop and go. Ouais. Et c'est là-dedans où on rentre dans le référentiel des clients, rentre dans leurs habitudes en fait, de consommation, et le jour où il voudra acheter, il pensera à nous. C'est ça. Tu sais, il y a un dicton qui dit le marketing, la communication, c'est la science de la patience. Entre le moment où tu commences à communiquer, alors tu sais que tu vas t'engager dans des investissements, et le moment où tu vas recueillir le fruit de ces investissements, il peut se passer plusieurs mois entre le début des premières campagnes et les retombées effectives. Et aujourd'hui, on a trop tendance à voir des prises de position, des prises de décision où j'y vais, mais je reviens en arrière. Et ça, en fait, c'est la pire des choses à faire parce que l'argent qui a été investi au début, finalement, on ne va pas pouvoir capitaliser dessus avec d'autres campagnes. Et donc, tout, il va être jeté par la fenêtre. Il faut parler cru. Tout à fait. Et là, je trouve que là, il y a un vrai changement à ce niveau-là. Parce que c'est presque un peu un changement culturel, c'est-à-dire même un changement de méthode. Vous avez vos contacts en local, vos habitudes en local, gardez-les. Par contre, faites-le différemment. Changez de méthode. Plutôt que de faire une semaine d'affichage, puis la semaine d'après la radio, non. Essayez de compiler, ce que je disais tout à l'heure, d'arrêter le saupoudrage, essayez de concentrer vos actions. Et là, vous aurez une vraie pression et faites-le de manière récurrente. Alors, pas toutes les semaines, tous les mois, mais au moins toutes les 2 à 3 mois. Ayez des prises de parole fréquentes pour que ça puisse rentrer petit à petit dans la tête des consommateurs locaux. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Okay. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, sachant que nous les incitons à faire ça. Et
chaque année. Donc chaque année, en décembre, lorsque nous proposons à nos adhérents une protection budgétaire, afin que les choses soient bien cadrées pour l'année suivante. Et que ce soit bien tenu au niveau du budget. Bien tenu au niveau du budget, c'est quand même important. Oui. Voilà, d'avoir un juste équilibre. Encore une fois, je répète, ça peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires hors taxe qui est investi en publicité, à la fois pour les créations, mais aussi l'achat d'espace. Quand tu fais 1 million d'euros hors taxe, ça fait 60 000, c'est pas net, quoi. Non, donc c'est le 3e poste de charge, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et notre travail, Alex, qu'on fait chaque année avec passion et dévouement. Voilà, c'est de pouvoir justement conseiller nos adhérents dans cette diversification de leur méthode de communication. Voilà, donc les accompagner dans le changement, les accompagner dans le digital, mais tout en restant ancrés au niveau local, avec leurs basiques sur, encore une fois, de la PQR, de l'affichage, etc. Mais en tout cas, il faut que ce soit complémentaire et surtout pas fait, comme tu le disais, j'y vais pas, j'en fais un peu, j'arrête, c'est trop cher, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Il faut être constant, il faut être récurrent, et c'est dans la récurrence qu'on a toujours les meilleurs résultats. Et les magasins qui performent aujourd'hui... on leur dit, dépensez pas plus, dépensez mieux. C'est ça notre credo en fait. Tout à fait. Donc ce n'est pas d'augmenter, de dire gardez ce que vous aviez avant et rajouter la partie. Non, c'est pas ça. C'est réallouer. Tout à fait. D'avoir un vrai équilibre des masses pour aller chercher différents profils de clientèle. Suivant les campagnes, les supports peuvent être différents. Voilà. Si c'est des campagnes très promo, on peut peut-être passer repartir sur du print avec des campagnes de flyers en boîte aux lettres, toute boîte. Par contre, si on veut avoir des choses un peu plus pertinentes, aujourd'hui, on est capable de faire un dépliant numérique, par exemple, voilà, sur lequel l'adhérent va pouvoir personnaliser, au travers de la mécanique commerciale du moment, les produits qu'il veut mettre en avant. Tout à fait. Il va pouvoir se dire, moi je veux pas, ok, la mécanique commerciale, de toute façon j'ai pas le choix, elle est actuellement en vigueur dans le plan média de l'enseigne, donc j'y vais, mais par contre, je ne veux pas mettre tel produit parce que moi je vends bien celui-là. Donc pour une somme modeste, et on peut se permettre d'aller chercher des intentionnistes. C'est ça en fait. Voilà. La différence elle est là. C'est que tu peux aller cibler des gens qui vont faire une requête dans Google et qui vont de facto leur mettre cuisine équipée le nom du magasin ou ville du magasin. On les a pas obligés à faire ça. Et donc du coup avec ton référencement naturel ou payant, tu peux être redirigé vers ce genre d'outil. Et donc là tu t'adresses à une cible qui est quand même très, très fine et très en adéquation avec ce que tu recherches, quoi. Tout à fait. On est vraiment... Alors s'il y avait... La dernière chose à couper, si on devait couper de la communication, en tout cas s'il y avait des tailles budgétaires à faire, la dernière chose à faire, c'est ne pas lever, ne plus parler aux intentionnistes. Ça serait sur Internet. Ça serait ridicule. Voilà, ça serait, c'est pas suicidaire, mais en tout cas, ça serait contre les intérêts du magasin. Voilà. Donc il est important de pouvoir de maintenir ces budgets-là. Tu as parlé tout à l'heure rapidement des points qu'on faisait avec les magasins tous les mois, en fin d'année, etc., pour les conseiller, les accompagner au mieux dans leurs arbitrages budgétaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont eux, ils conduisent leurs initiatives, leurs actions de com local? Nous, clairement, entre toi et moi, entre B52 et la tête de réseau, on cadre, on structure, on accompagne en conseil. On met à disposition tous les supports de communication dont ils ont besoin, que ce soit print ou numérique. Mais si je comprends bien, ils ont quand même, malgré tout, encore les coudées franches en local pour prendre des initiatives. Sur ce sujet-là, comment tu fais, toi parce que pour le coup, moi, à mon niveau, ça m'échappe un petit peu, ce qui est aussi normal. Je ne suis pas le DIRCOM du réseau à la tête de réseau. Comment, toi, tu arrives à les piloter, à les accompagner, leurs initiatives, à les cadrer, à les contrôler? Parce qu'il faut aussi quand même que ça reste dans un certain cadre. Alors, certes, au niveau des mécaniques commerciales, du budget, tu en as parlé, mais après, je pense qu'il y a aussi des enjeux au niveau de l'image, de la charte. Enfin, comment tu arrives à encadrer tout ça? Alors, est-ce que tu y arrives déjà? Et si oui, comment? Oui, clairement, on y arrive. Alors, pas tout seul, bien évidemment. Donc, l'enseigne s'est structurée il y a maintenant une petite année. Donc, on a pris dans l'équipe une responsable marketing et communication, donc pour pouvoir justement accompagner les adhérents dans cette gestion quotidienne. Il faut quand même savoir que la communication et la promotion fait partie encore une fois des fondamentaux de l'enseigne. Donc on fait 11 campagnes par an, ce qui n'est pas négligeable. On est passé de 8 à 11 d'ailleurs sur les conseils de B52 pour raccourcir un peu les campagnes et dynamiser les périodes. Et amener un peu de nouveauté, de fraîcheur. Tout à fait, de nouveauté, de fraîcheur, de créativité. Alors c'est aussi managérial dans les magasins pour les vendeurs, pour les stimuler. Tout à fait, pour stimuler, mais aussi pour les consommateurs. Bien sûr. Donc ces 11 campagnes-là sont systématiquement mises à disposition des adhérents, comme tu le disais, avec des outils digitaux et print classiques, mais on encourage bien évidemment les adhérents. Alors on les encourage en amont, bien entendu, on leur crée des fiches My Business, on leur crée des profils Facebook pour qu'ils puissent animer aussi leur magasin, recevoir des avis clients. Les avis clients aujourd'hui, c'est quand même devenu
C'est incontournable. Incontournable. Les clients consultent, notamment pour les cuisines, consultent les avis clients. Et puis la part Ouais. dans la tête d'un consommateur qu'il accorde dans sa décision d'achat aux avis clients, elle devient de plus en plus énorme. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'enseignes qui capitalisent d'ailleurs pratiquement que sur ça. Ah oui. Hein, donc, et je crois, Alex, je parle sous ton couvert, que les bonnes notes, en tout cas, améliorent le référencement naturel, puisque je crois que Google... Plus tu as d'avis, plus tu as de mise à jour, plus tu as de photos mises en avant, plus tu as de bonnes notes, plus tu vas remonter naturellement dans Google. En référencement naturel. C'est quand même le fondement, au travers de... Si on ne veut pas faire de référencement payant qui coûte cher... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. La fiche My Business, elle vous appartient, même si les données sont chez Google, mais il n'y a pas de paiement particulier à avoir. C'est le magasin, le manage, c'est un petit peu de temps, parce que rien n'est gratuit dans la vie, mais c'est un petit peu de temps, mais il n'y a pas de décaissement d'argent comptant pour animer une fiche My Business. Quoi. Tout à fait. Donc bon, là, ça nous, dans le cadre de la franchise, on fournit les outils. Ouais. Voilà. Bien entendu, l'enseigne a une communication institutionnelle ou promotionnelle 2 fois par semaine sur les réseaux sociaux pour ses adhérents, mais nous encourageons l'initiative locale. L'initiative locale, également, je pense que Facebook aussi, s'il y a des publications, s'il y a de la vie, s'il y a de la vidéo, s'il y a des posts, de l'animation, des posts, ça améliore aussi le référencement naturel, si je ne dis pas de... Ça y contribue. Ça y contribue. Voilà, ça y contribue. Donc oui, on encourage. Par contre, nous donnons un cadre. Ouais. Voilà. Le cadre passe soit par un accompagnement, par une formation, mais aussi par une charte graphique. Ouais. Voilà. Il faut quand même maîtriser l'image de l'enseigne. Bah oui. On ne peut pas communiquer sur tout et n'importe quoi. Donc, de l'autonomie encadrée. De l'autonomie encadrée, voilà, ouais, tout à fait. C'est le bon terme, Alex, c'est ça. Donc oui, on est capable d'accompagner. On encourage d'ailleurs, mais par contre, on n'est pas là pour censurer, bien au contraire. Bien au contraire. Oui. Il faut même encourager. On encourage, c'est ça. On encourage. Plus il y en a, et mieux c'est. À la fois pour l'enseigne, à la fois pour les magasins. Maxime, on arrive à la fin de cet entretien qui était super riche et intéressant. En guise de conclusion, si tu devais répondre à la question initiale, alors je te la repose rapidement, c'était à l'ère du tout numérique, comment un magasin physique de meubles traditionnels, ou tradi comme tu dis dans ton secteur, peut-il continuer son développement ? Si tu devais me faire une réponse un petit peu synthétique de tout ce qu'on vient de se raconter en quelques lignes, quelle serait ta réponse à cette question ? J'ai déjà répondu et largement détaillé mon propos, mais il est clair qu'aujourd'hui, la légitimité pour un magasin physique va se porter sur ce qu'Internet ne peut pas apporter à un consommateur. Ouais. Voilà. Donc, que ce soit, encore une fois, l'écoute, le service, la relation que le client peut lier avec le magasin, la confiance qu'il peut y avoir, tout ça, ce n'est pas digitalisable, pour employer un terme à la mode, donc loin de là. Donc oui, donc la qualité de nos adhérents, la qualité de leur management, la qualité des équipes commerciales en magasin, c'est vraiment une forte plus-value pour nous. Alors à laquelle on va associer bien entendu les services, la collection, la communication, voilà, tout ça, ça va venir bien entendu alimenter et greffer. Mais je dirais aujourd'hui, Alex, même pas peur. Voilà. Ouais. Donc je ne nie pas et nous ne pouvons pas nier encore une fois que l'internet prend de plus en plus de place dans le commerce. Je te dis, grosso modo sur le marché, c'est 15% de transactions qui se fait via le web. Ça peut être continuer à augmenter. Je ne sais pas si les moyens logistiques, pas les moyens, mais en tout cas si la logistique évolue et que les prix baissent, pourquoi pas demain livrer directement les consommateurs. Nous n'y sommes pas totalement indifférents. Aujourd'hui, on a déjà un petit volet de vente en ligne pour tout ce qui est décoration. Donc voilà, encore une fois, ce qui est chronopostable, c'est ce que je t'expliquais. Donc facile à livrer, ça part directement. On est aussi à l'étude de ce qu'on appelle dans notre jargon le dropshipping, donc c'est-à-dire de pouvoir, le client commande sur Internet, mais c'est directement du fournisseur aux clients sans passer par nos plateformes logistiques ou sans passer par les magasins. Donc ça, c'est pas non plus inintéressant pour nous. Donc on va se servir du digital pour compléter notre activité, mais je te dirais que même pas peur. Même pas peur. Donc on connaît nos valeurs, on connaît nos fondamentaux, on connaît notre clientèle, et cette clientèle-là, elle a besoin, encore une fois, pour acheter des produits avec de la valeur ajoutée, de pouvoir la tester, de pouvoir la toucher, de pouvoir être rassuré si elle a un problème. Et ça, voilà, donc sur Internet aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc si je devais synthétiser ta conclusion, 1 l'humain, 2 l'humain, 3 l'humain, et après en 4e position, l'attelage, j'allais dire gamme, collection, / communication, les services.
Et un petit bout malgré tout de digital, parce qu'à l'ère du tout numérique, il ne faut pas faire l'autruche en disant c'est pas parce qu'on est des magasins physiques qu'il faut totalement laisser pour compte et laisser de côté un éventuel relais de croissance sur le digital. Mais on y va avec parcimonie et intelligence. Tout à fait. Voilà. C'est ça. C'est pas se jeter à corps perdu pour dire il faut le faire. Et faire comme tout le monde. Tout à fait. Ce n'est pas un phénomène de mode, il faut le faire intelligemment. On ne peut pas non plus passer à côté de certaines réalités. Voilà. Donc on ne le nie pas, mais aujourd'hui, encore une fois, ces 15% qui sont en transaction sur le marché du meuble, ce sont des petits produits. Voilà. Des petits produits à petit volume, avec des poids qui ne sont pas énormes. Donc ça met quand même un frein important au développement du commerce en ligne, donc sur ces produits-là. Mais pas seulement. Voilà. Pas seulement, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on fait un achat avec un certain budget, on a besoin quand même... on a besoin. C'est rassurant. En tout cas, on le constate. C'est quand même très rassurant de pouvoir parler avec quelqu'un, de se dire si j'ai un problème, on va pouvoir m'écouter. C'est ça. Pouvoir, s'il y a un service après-vente, pouvoir tester le produit. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même une plus-value qu'on ne trouvera jamais sur le web. Et là, on ne parle plus de prix. Voilà. Non. Donc c'est pas le prix qui va faire la différence, mais c'est vraiment la relation. Donc l'humain. Tout Ce sera le mot de la fin, Maxime. Merci pour cet entretien. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Merci pour ton temps. Bon retour, bon développement et à très vite. Merci à toi, Alexandre. Merci, Maxime.